Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter du chauffage solaire thermique qui va nous servir de prétexte pour faire un exercice et commencer à manipuler un peu les grandeurs liées à la thermodynamique. Donc là, la situation est la suivante. Dans un souci écologique mais économique, le propriétaire d'un terrain de camping situé à Valence souhaite installer un bloc sanitaire dont l'eau sera chauffée par une installation thermique solaire. On cherche à optimiser au mieux son investissement. Donc, il y a différents documents qui nous sont fournis. On a la capacité calorifique massique de l'eau. Alors, ici, cette capacité calorifique massique de l'eau, elle est donnée à 4180 joules par kilogramme et par Kelvin. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre cette unité? Ça, c'est très important. C'est déjà une énergie, parce qu'elle est exprimée en joules, 4180 joules. C'est une énergie qu'il faut fournir à 1 kg d'eau pour que sa température augmente de 1 Kelvin. On peut le voir un petit peu différemment. C'est aussi l'énergie que l'eau est capable de fournir lorsque sa température diminue de 1 Kelvin. Lorsque 1 kg d'eau, évidemment, diminue de 1 Kelvin. Donc la masse volumique, bon là on est sur une grandeur qui est connue, et on a une conversion de 1 Wh qui est égale à 3500 joules. Analysons maintenant les différents documents. Donc, le premier document qui traite du chauffe-eau solaire, donc je te laisserai mettre en pause si jamais tu souhaites lire le document qui est à côté. Après, c'est assez facilement compréhensible. Donc, on a une paroi noire ici qui va absorber le rayonnement électromagnétique. À l'intérieur, on a un fluide caloporteur. Ce fluide caloporteur est généralement un fluide antigel, parce qu'il faut que ton fluide puisse tenir pendant les périodes d'hiver. Ce fluide caloporteur va récupérer une partie de l'énergie électromagnétique envoyée par le rayonnement solaire. Donc ce fluide caloporteur va chauffer et va serpenter à l'intérieur d'un ballon et transmettre son énergie à l'eau qui est contenue dans le ballon. Donc ce n'est pas directement le fluide qui passe à travers le panneau qui va être distribué dans les sanitaires de ce camping-là, c'est l'eau qui va être mise en contact avec le serpentin dans lequel circule le fluide caloporteur chauffé. Voilà, ça c'est pour la première partie des documents. On va analyser le suivant. Donc là, on a les données techniques du capteur solaire. On voit que sa surface est de 2,7 m², que le volume du fluide caloporteur circulant à l'intérieur de ce capteur solaire est de 2 litres et que le ballon d'eau chaude, ici on voit bien le serpentin à l'intérieur, a un volume de 750 litres. Ça va nous servir à faire les calculs dans la deuxième partie de l'exercice. Ensuite, évidemment, selon la région où on en habite en France, on ne va pas recevoir la même quantité d'énergie par unité de surface et par jour. On doute bien que l'ensoleillement du côté de Toulon est supérieur à celle de Calais. Donc, à partir du moment où on va orienter convenablement notre panneau solaire avec un angle qui va faire en sorte que le rayonnement solaire soit perpendiculaire à ce panneau, à 14 heures en plein été, lorsque le soleil va être au zénith, on a des valeurs moyennes d'énergie surfacique récupérées par jour. Donc si notre camping est situé à Valence, on est proche de 4,2 kWh, donc là on est bien sur une énergie par mètre carré. C'est-à-dire que chaque mètre carré de panneau va permettre de récupérer une énergie équivalente à 4,2 kWh tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est une indication qui est importante parce que ça va permettre de dimensionner la surface de panneau solaire qui va être nécessaire pour finalement répondre aux attentes du directeur du camping. Ensuite, on a un document ici qui permet de savoir quel est le rendement du panneau solaire en fonction de son inclinaison. Donc évidemment, on va l'orienter plein sud, mais en fonction du type de façade que l'on a, on n'est pas forcément pile poil orienté plein sud. On peut être décalé d'un angle de 10, 20, 30, 40, 50 degrés. Ensuite, on a l'inclinaison en elle-même du panneau, du capteur, qui peut varier de 10 degrés à 90 degrés. Donc ça, ce sont les petits cercles concentriques que tu vois ici. Donc pour une inclinaison à 70 degrés et un panneau orienté finalement sud-sud-est avec 10 degrés d'inclinaison par rapport au sud, on est dans cette zone ici là qui est grisée. Alors l'idéal ça aurait été d'avoir le document en couleur, mais on n'en dispose pas. Cette zone en grisée ici correspond à 90%, c'est-à-dire que
finalement le 4,2 kWh par mètre carré par jour, ben, il va falloir l'affecter d'un coefficient 0,90 parce que le rendement de notre panneau va dépendre de l'inclinaison du panneau et de son orientation par rapport à la position du soleil lorsqu'il est au zénith. Autre document que l'on nous fournit dans cette étude, c'est deux implantations possibles, avec évidemment l'orientation sud-nord, est-ouest, avec une première implantation possible ici pour les cellules photovoltaïques, c'est-à-dire qu'elles seraient dirigées plein ouest. Bon, déjà ça sent pas très bon, on voit que le bâtiment ici est quand même mieux placé pour pouvoir récupérer ces cellules photovoltaïques. Une deuxième implantation ici, bon, où là, effectivement, les panneaux photovoltaïques ne seront pas pile poil orientés plein sud, mais seront de toute manière bien mieux orientés que sur l'implantation numéro A qu'on vient de nous proposer. Bon, allez, on va traiter maintenant cet exercice, histoire de rentrer un peu dans le vif du sujet. On nous demande de chercher au tout départ les différents modes de transfert thermique. C'est comment est-ce que l'énergie peut être transférée. Alors, le premier mode de transfert énergétique sous forme thermique, c'est la conduction thermique. Donc la conduction thermique, c'est ce qui se passe par exemple quand tu vas remuer une soupe chaude avec une cuillère métallique. Bon, au tout départ, la cuillère métallique est à l'équilibre avec le milieu extérieur, à savoir la température de la pièce, mettons 20 degrés, et tu vas remuer la soupe chaude. Au fur et à mesure, tu vas sentir à l'extrémité de cette cuillère une élévation de la température. Et bien, cette élévation de la température, elle est liée à cette fameuse conduction thermique. Cette conduction thermique, l'élévation de température va générer une augmentation de l'agitation des molécules et des éléments constituant ta cuillère, et cette agitation va se propager de proche en proche et finalement va participer à l'augmentation de la température de cette cuillère. La convection. La convection, c'est un autre mode de transfert thermique, mais qui cette fois-ci se fait avec un mouvement de matière. Alors, l'exemple que je prends systématiquement en classe, c'est celui de la casserole de nouilles avec les coquillettes à l'intérieur. Le fond de la casserole est en contact avec la flamme du brûleur. La température de l'eau en bas de la casserole est légèrement supérieure à la température en haut de la casserole qui est en contact avec l'air extérieur. L'eau chaude étant moins dense que l'eau froide, va remonter à la surface, et en remontant à la surface, elle va se refroidir légèrement et va s'établir à l'intérieur de la casserole un déplacement de matière. C'est ce fameux mouvement de convection thermique. On étudiera dans une autre vidéo comment quantifier ces échanges thermiques, comment déterminer la quantité d'énergie qui peut être transférée vers le milieu extérieur ou que le milieu extérieur peut transférer à notre système. Autre mode de transfert énergétique, on a le transfert énergétique par rayonnement. Il se fait par ondes électromagnétiques. Par exemple, c'est ce que l'on va récupérer avec nos cellules solaires thermiques. On va récupérer le rayonnement électromagnétique du soleil, on va l'absorber. C'est pour ça que le fond de ces capteurs-là est en noir, parce que le noir, c'est finalement une absence de couleur et c'est une absence de couleur parce que justement tout le rayonnement électromagnétique du soleil va être absorbé. Donc on cherche à récupérer le maximum d'énergie par rayonnement à travers ce capteur solaire thermique. On poursuit. En s'appuyant sur le document décrivant le chauffe-eau solaire, illustrez chacun de ces trois modes de transfert thermique. Alors, premièrement, l'énergie que l'on cherche à récupérer, c'est l'énergie liée au rayonnement solaire. Donc, cette énergie va être captée à l'aide de la cellule solaire thermique. Elle va être transférée sous forme d'énergie thermique au liquide caloporteur. Donc là, c'est un transfert par rayonnement. Le rayonnement électromagnétique va être converti en énergie thermique dans le liquide caloporteur. Ensuite, le serpentin. Le serpentin, à l'intérieur du ballon, lui, va transmettre son énergie à l'eau chaude qui va servir au sanitaire par conduction thermique. Il y a un échange au niveau de l'interface, au niveau du tuyau, à la surface de contact entre l'eau chaude, entre l'eau sanitaire et l'eau du fluide caloporteur. Donc là, c'est un échange par conduction. À l'intérieur du ballon, on peut très bien imaginer que l'eau chaude
l'eau chaude qui va être, je vais peut-être afficher le document, l'eau chaude qui va être en contact avec le serpentin va être moins dense que l'eau froide à proximité et va donc s'élever dans le ballon, puis redescendre, voilà, ce qui va entraîner ce mouvement de convection à l'intérieur du ballon, comme ça pouvait être le cas quand j'ai décrit la casserole avec les coquillettes à l'intérieur. Alors, le camping, maintenant on va passer à la question 2, a une capacité d'accueil de 75 campeurs. Les besoins journaliers en eau chaude sont estimés à 50 litres par personne. Calculez le nombre de ballons d'eau chaude nécessaires pour cette installation et quelle est en kilowattheure la quantité d'énergie nécessaire à apporter à la totalité de l'eau pour élever sa température de 17 degrés à 65 degrés. Et là, on va s'intéresser un petit peu à la quantification de l'énergie en thermodynamique. Et pour ceci, je te propose le diagramme suivant. On va partir d'un système avec une masse d'eau notée M. Cette masse d'eau, à l'état initial, est à la température T0. Elle est pour l'instant à l'état solide. Ok, on va prendre, on quitte un petit peu le domaine de notre exercice. Hein. Là, on fait un petit peu de théorie. Elle est à l'état solide, c'est donc de la glace, hein, clairement. Tu la sors du congélateur, mettons à moins 20 degrés. Et donc, le glaçon que tu vas poser dans ta casserole sans pour l'instant allumer le gaz, le glaçon que tu vas poser dans ta casserole est à la température initiale de ton congélateur, mettons moins 18 degrés. Donc petit à petit, le milieu extérieur, c'est-à-dire l'air ambiant de la place, de la salle dans laquelle tu l'as placé, va transmettre de l'énergie à ton glaçon et sa température va monter petit à petit jusqu'à sa température de fusion. Dans le cas de l'eau, on est évidemment à 0 degré. Donc là, on a notre température de fusion. Donc l'énergie apportée par le milieu extérieur à cette masse de glace-là a servi à une élévation de température. Et ça, on peut le quantifier. Cette énergie thermique, elle va être égale au produit de la masse de ce glaçon par la capacité thermique massique de l'eau et ça va être également proportionnel à cette élévation de température. Là, on comprend assez bien que finalement, plus le glaçon va être gros, plus il va lui falloir apporter de l'énergie pour pouvoir le faire passer de sa température T0 à sa température de fusion. C'est la grandeur qui est caractéristique du matériau que l'on va étudier. Il ne faudra pas la même quantité d'eau pour passer d'une température initiale T0 au point de fusion pour de l'eau, de l'aluminium, du cuivre ou un autre matériau. Donc cette énergie que le système va récupérer, que notre glaçon va récupérer, elle est égale au produit de la masse par la capacité thermique massique multiplié par la différence de température entre l'état final et l'état initial. Alors ça s'exprime évidemment en joules. Ensuite, une fois qu'on a atteint le point de fusion, l'énergie apportée par le milieu extérieur va servir à faire fondre notre glaçon et il n'y aura pas d'élévation de température. C'est-à-dire que tant que le glaçon qui va subsister de la glace dans notre casserole, la température sera toujours celle de la température de fusion, à savoir ici 0 degré Celsius dans le cadre de l'eau. Donc toute l'énergie ne va pas servir à augmenter la température, mais simplement à faire fondre notre glaçon pendant le processus de fusion. Donc le point ici, c'est l'apparition de la première goutte d'eau. Donc à partir du moment où le glaçon commence à fondre, apparition de la première goutte d'eau, là le glaçon fond. Ici on va avoir la disparition de la dernière particule solide de notre glaçon. Donc le glaçon ici a complètement fondu. Et si on analyse la quantification de l'énergie nécessaire pour la fusion de notre glaçon, cette énergie thermique, elle est proportionnelle à la masse du glaçon multipliée par ce que l'on appelle l'enthalpie massique de fusion. C'est encore une grandeur caractéristique du matériau. L'enthalpie massique de fusion pour l'eau sera différente de celle pour le cuivre, de celle pour l'aluminium par exemple. Donc ça, c'est une grandeur que l'on te fournit en général dans les exercices. Voilà. Donc il faut fournir de l'énergie au système pour que ton glaçon puisse fondre. On imagine bien que si ton glaçon était ici sur le point de fondre et que tu le mettais dans un système parfaitement isolé, il ne fondrait pas, il resterait à l'équilibre thermique, il aurait atteint son équilibre thermique, il resterait à 0 degré.
Donc il faut fournir de l'énergie, et c'est le milieu extérieur qui fournit cette énergie pour le faire fondre. Ensuite, le milieu extérieur, mettons la pièce dans laquelle on est, va continuer à fournir de l'énergie, et cette énergie va servir à augmenter la température de notre glaçon. Si maintenant tu allumes ta gazinière et que tu fournis de l'énergie sous forme thermique pour faire fondre ce glaçon jusqu'à sa température de vaporisation, eh bien ici on a toute l'eau qui va monter petit à petit en température, l'agitation moléculaire va augmenter à l'intérieur de ta casserole, donc l'eau va passer de 0 degré à sa température de vaporisation, donc la pression atmosphérique, on va être à 100 degrés. Donc ici, l'énergie que tu fournis, elle va être proportionnelle à la masse, à la capacité thermique massique de l'eau à l'état liquide, et elle va être proportionnelle à l'écart de température que tu souhaites obtenir. Donc là, la température de notre système à l'état final, c'est la température de vaporisation, et la température initiale de notre système, c'est la température de fusion. Et on pourrait très bien s'amuser à calculer cela entre deux autres températures, et ça va d'ailleurs être le cas dans notre exercice, parce que je crois de mémoire qu'on va partir de 15 degrés pour élever la température de notre chauffe-eau à 65 degrés. Même raisonnement sur la transition de phase. Transition de phase, c'est le passage de l'état ici liquide à l'état gazeux. Là, l'énergie que l'on va fournir au système va servir à vaporiser finalement notre mélange, et la température ne va pas monter au-delà de 100 degrés dans le cadre de l'eau. Donc si tu fais par exemple bouillir des coquillettes, ça sert à rien de pousser à fond ta plaque. À partir du moment où l'eau est entrée en ébullition, sa température va rester stable à 100 degrés. Donc ici, l'énergie pour la calculer, pour la quantifier, il faut faire le produit de la masse par l'enthalpie massique de vaporisation, c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour faire passer 1 kg de cet élément ou de l'eau, de cette molécule, de l'état liquide à l'état gazeux. Donc là, c'est pareil, l'enthalpie massique de vaporisation, c'est une grandeur que l'on va te fournir dans les exercices de manière générale. Et même raisonnement, après que toute la quantité, tout notre système soit passé à l'état gazeux, la formule pour élever la température de ce gaz va être à peu près similaire à celle que l'on avait tout à l'heure. Elle va être proportionnelle à la masse, à la capacité thermique massique de ce gaz, et proportionnelle également à l'écart de température entre la température de vaporisation et la température finale que tu souhaites. Voilà. Donc j'espère que tu as compris ce graphique-là. En gros, il y a à peu près deux cas de situation qui vont se présenter à toi. Celui où on est hors transition de phase, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'état, passage par exemple de l'état solide à l'état liquide ou de l'état liquide à l'état gazeux, et le système où on va être en transition de phase. Et les deux formules ne sont pas tout à fait identiques. Voilà. Bon, la logique reste la même, mais les formules ne sont pas identiques. Donc là, on va dans un premier temps s'intéresser à la consommation d'eau chaude, donc 75 personnes, 50 litres par personne, ce qui représente 3,75 mètres cubes. Jusque là, c'est pas trop compliqué. On a des ballons de 750 litres, donc on va calculer le nombre de ballons d'eau chaude qu'il faut. Il faut 5 ballons. Ok. Donc on a 3750 litres. Chaque ballon fait 750 litres, donc il nous faut 5 ballons. Maintenant, on va déterminer la quantité, l'énergie interne nécessaire pour que l'on va fournir à l'eau. Donc ici, ça va être le produit de la masse d'eau fois la capacité thermique massique de l'eau fois la variation de température. Donc là, on a 3,75 mètres cubes. Je le multiplie par 1000 pour avoir le résultat en masse, parce que 1 mètre cube, ça va faire 1000 kg. Donc là, on va avoir 3750 kg d'eau. Pour chaque kilogramme d'eau, il faut fournir ici une énergie de 4180 joules pour élever 1 kg d'eau de 1 degré. Et la variation de température, c'est de le faire passer de, non pas 67, mais 65 à 17 degrés. Donc ça correspond à l'élévation de température finale moins température initiale, ce qui nous donne à peu près 7,5 10 puissance 8 joules. Donc là, on a une énergie en joules nécessaire pour finalement chauffer ces 3750 kg d'eau. Ok. La conversion. Pour avoir la conversion, on a 1 Wh égale 3600 joules, donc on va
Ici, diviser la variation d'énergie interne, hein, delta U c'est notre énergie interne, donc il nous faut 7,5 10 puissance 8 joules. Ici, 1 Wh, ça nous donne 3600 joules, donc on va le diviser par 3600 joules pour avoir le nombre de wattheures, et si on veut obtenir ici des kilowattheures, notre résultat en kilowattheures, donc 1 kWh ça va être 3600 fois 10 puissance 3 joules, ce qui nous donne 3,6 10 puissance 6 joules. Donc là ici on est à 3,6, il faut lire 3,6 10 puissance 6 joules là, évidemment. Donc on est à 2,1 10 puissance 2 kWh. Ça c'est l'énergie nécessaire chaque jour pour faire monter la totalité des ballons d'eau chaude de 17 à 65 degrés. On continue. En s'appuyant sur les documents et les connaissances acquises, rédigez en une quinzaine de lignes maximum un projet détaillant les conditions optimales d'implantation des panneaux solaires nécessaires pour un chauffage sanitaire moyen journalier. Alors, la première des choses, on a les deux bâtiments, le bâtiment A et le bâtiment B, qui n'ont pas la même orientation. Pour les raisons qu'on a détaillées au tout début de la vidéo, on va choisir le bâtiment B, ok, avec un rendement moyen de 100%. Bon, voilà, en s'arrangeant pour que l'inclinaison des panneaux photovoltaïques soit optimale. Quand on regarde la carte de France, on se souvient que l'implantation à Valence, on a une énergie surfacique journalière d'à peu près 4,2 kWh par mètre carré. Donc nous, on a calculé qu'il nous fallait 2,1 10 puissance 2 kWh. Donc on va regarder combien un panneau peut recevoir d'énergie par jour. Donc le panneau il fait 2,7 mètres carrés. Chaque mètre carré permet de récupérer 4,2 kWh. Donc finalement un panneau permet de récupérer 11,34 kWh. Donc là on va calculer le nombre de panneaux nécessaires. Donc en divisant l'énergie totale nécessaire par jour divisé par l'énergie l'énergie moyenne que permet de récupérer un panneau, à savoir 11,34, ce qui nous donne 18,4 panneaux, donc il faudrait à peu près 19 panneaux. Donc là, pour l'exercice, on va s'arrêter là. Après, évidemment, on peut avoir une analyse critique de cet exercice en se disant, bon, pour les jours où c'est pas ensoleillé, évidemment, il faudrait prévoir un moyen alternatif de produire de l'énergie sous forme thermique et pour pouvoir assurer l'eau chaude sanitaire. Parce que effectivement le rayonnement solaire n'aurait pas été suffisant. Là on est sur une énergie surfacique moyenne avec 4,2 kWh par mètre carré et par jour. Voilà, écoute, j'espère que cet exercice-là t'aura permis de commencer à comprendre comment calculer les variations d'énergie interne, hein, par exemple pour notre 3750 litres d'eau. Et de toute manière, on va continuer à décrire cela dans le cours avec d'autres vidéos qui seront situées juste en dessous dans la partie description de la vidéo. Voilà, écoute, je te dis à bientôt sur la chaîne.